la dislocation géopolitique mondiale. Est-ce que l'Union européenne va tenir le choc? Non. Le problème de l'Union européenne, c'est que c'est un ensemble juridique et un grand marché. C'est une structure juridico-économique. Et c'est pas une puissance, quoi. Donc, géostratégiquement, elle ne pèse pas tellement dans la mondialisation. Et d'ailleurs, on voit bien que chaque pays a un peu son agenda. Il y a des pays qui sont extrêmement proches des États-Unis, il y en a qui le sont moins. Voilà. Et puis surtout, c'est un ensemble. La manière dont elle est organisée fait diverger les différents pays. Elle ne favorise pas leur coopération, mais elle les fait diverger de manière structurelle. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire on va voter tel ou tel truc au Parlement européen, mais en fait, ça ne changera rien. Parce que les traités tels qu'ils sont font que ça fonctionne d'une certaine manière, et cette certaine manière, de manière structurelle, favorise certains pays et ruine l'économie d'un certain nombre d'autres pays. Donc ça ne favorise pas du tout la coopération entre les nations, ça les sépare. Donc l'Allemagne ruine les pigs? C'est quoi les pigs? Les pigs, c'est les... Ah oui, c'est ce qu'on a... Oui, bon, ça se dit plus trop, ça. C'était un acronyme qui signifiait Portugal, Italie, Irlande. Italie, Irlande, Espagne. Enfin, c'était les pays d'Europe... Voilà, Grèce. C'était les pays d'Europe méditerranéenne, en fait. Ce sont ceux, effectivement, qui ont le plus pâti du marché unique et de la monnaie unique. Est-ce que l'Allemagne les vampirise? Est-ce que... Oui, elle les vampirise. Elle les vampirise. Mais c'est lié aux structures de... Il n'y a pas eu un grand projet allemand de prédation du continent, en fait. Il y a eu un certain nombre de choix qui ont été faits, y compris par des dirigeants français, surtout par des dirigeants français d'ailleurs. Il y a eu le choix, alors, en 1986, de transformer le marché commun en marché unique, avec l'acte unique, qui était un traité qui a dérégulé l'économie du continent, quoi, et qui a fait prévaloir la libre circulation des capitaux et la libre circulation des travailleurs, là où il n'existait avant, dans le cadre du marché commun, que la libre circulation des marchandises. Et ça a généré des phénomènes de polarisation qui ont appauvri tous les pays périphériques et qui ont considérablement enrichi l'Allemagne, parce que les facteurs mobiles de production, c'est-à-dire le capital et le travail, sont allés se loger au cœur industriel de l'Europe, à ce qui était déjà le cœur industriel de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne et les pays immédiatement voisins. Ensuite, il y a eu l'euro. L'euro a eu pour conséquence... Alors, il faut savoir que l'Allemagne, au départ, n'en voulait pas tellement de l'euro. La Bundesbank, par exemple, la banque centrale allemande, a été le fer de lance de l'opposition à l'euro. Et c'est Kohl qui a imposé aux Allemands la monnaie unique. Il a dit d'ailleurs dans une interview au début des années 2000, dans la presse britannique, qu'il avait agi comme un dictateur. Parce que le peuple allemand n'aurait pas accepté, s'il avait soumis la monnaie unique à référendum, n'aurait pas accepté de se départir de sa souveraineté monétaire. Donc il y a eu l'euro. L'euro a été fait aux conditions allemandes. Pourquoi? Justement parce que les Allemands n'en voulaient pas. Donc ils ont dit, nous, on est d'accord, on enfourche le cheval de l'euro, et vous nous foutez la paix sur tout ce qui est réunification, etc., processus de réunification. Parce que le processus de réunification a été très rapide, très brutal, et Kohl voulait pouvoir faire ça sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Donc on a fait l'euro aux conditions allemandes, parce que l'Allemagne l'a imposé, sans quoi elle ne participait pas. Ça fait que pendant des années, on a eu une politique monétaire de type allemand. Calqué sur la Bundesbank, qui a la même réaction que la Bundesbank, administrée comme la Bundesbank. La Banque centrale européenne, oui, elle a été conçue sur le modèle de la Bundesbank, c'est-à-dire une banque centrale indépendante et qui, par ailleurs, est comme mission principale de lutter contre l'inflation. Voilà. Parce que pour tout un tas de raisons historiques, l'Allemagne est un pays qui ne veut pas d'inflation. Quand on voit la Banque centrale européenne imposer des directives à certains pays, c'est normal, c'est son rôle, c'est pas son rôle? Son rôle, c'est de faire fonctionner le système bancaire européen, c'est-à-dire c'est de refinancer les banques des États membres, en fait. Est-ce que la Banque centrale européenne est devenue une bad bank après la crise de 2008? Bon, toutes les banques centrales ont émis énormément de monnaie, donc... C'est quoi une bad bank? C'est une banque qui est remplie d'actifs pourris, d'actifs irrécouvrables. Oui, elle a dans ses coffres des titres de dette d'un certain nombre de pays qui ne sont pas solvables. Lesquels?
Notamment la Grèce. Hein. La Grèce est un pays qui n'est pas solvable. Voilà. Il y en a d'autres ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. L'Italie est un pays qui est très 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 endetté et qui par ailleurs n'a pas connu de croissance depuis qu'il est entré dans l'euro. C'est un pays qui était un pays très industriel et qui s'est beaucoup désindustrialisé à la faveur de son intégration dans le marché unique et dans l'euro. Et je voudrais terminer sur la monnaie unique parce que je vous expliquais qu'on avait eu une politique monétaire à l'allemande pendant des années. Ça n'est plus le cas. La politique monétaire s'est beaucoup assouplie puisque la Banque centrale européenne, pour sauver l'euro, a dû mettre en place des outils de politique monétaire hétérodoxes, notamment elle fait du quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle rachète des dettes des pays de la zone euro, alors qu'en principe, dans l'esprit des traités, c'est non conforme. Donc la politique monétaire n'est plus une politique monétaire à l'allemande. En revanche, l'euro reste surévalué pour certains pays et sous-évalué pour d'autres. C'est-à-dire que le taux de change de l'euro booste la compétitivité de l'Allemagne artificiellement, parce que si l'Allemagne avait gardé le mark, il serait plus fort. Et inversement, il est très surévalué pour d'autres pays, alors la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Il faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Mais c'est reparti. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre Europe. Ça fait quand même maintenant des décennies qu'on nous promet une autre Europe. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. Il y a un débat à l'intérieur du Rassemblement national. Il n'y a plus de débat, puisqu'il n'est plus question de sortir de l'Union européenne, il est question de la réformer très sérieusement pour que ça cesse d'être une machine administrative, technocratique. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe ? Monsieur Asselineau, on avait échangé tous les deux sur une chaîne. Et je vous avais dit, vous verrez que ça sera très compliqué pour les Britanniques de voter. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah non, de voter, non. On sait plus où on en est, là. Le Brexit, on sort pas. Le ministre irlandais est en train de nous dire qu'il faut attendre 21 mois. Et je vous fais le pari même que les Anglais vont voter pour l'Europe. Une partie veut sortir et on va arriver aux élections. Ils vont voter pour l'Europe. Et parce que si on recule de 21 mois, ils vont être obligés de voter pour l'Europe. Oui, d'accord. Ils vont voter parce qu'il y aura les élections européennes. Bien sûr. D'accord. Mais il n'est pas question pour l'instant, par exemple, de refaire un référendum. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que c'est pas si facile que ça. On parle de démocratie. Enfin, quand même, soyons sérieux. C'est plus compliqué que ce que l'on pense. Pas du tout, pas du tout. Mais si, monsieur, regardez bien, ça fait 2 votes déjà. On voit bien que Theresa May, à un moment donné, essaie de trouver une sortie avec un contrat avec l'Europe, même ça, on n'y arrive pas. Non, mais attendez. Donc vous êtes d'accord sur ce constat-là ? Non, pas du tout. C'est très facile de sortir de l'Union européenne. En revanche, ce qui est très difficile, c'est d'obliger les européistes à respecter la démocratie. Parce que le problème qui se pose au Royaume-Uni, c'est que les 48% de gens qui ont voté contre le Brexit, leurs représentants refusent le vote des 52%. Et donc, depuis 2 ans et demi, ils ne cessent que de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher le Brexit d'avoir lieu. C'est exactement ce qu'on a eu en France, d'ailleurs. On a eu 55% des Français... c'est de la faute des Européens on a eu 55... si le Brexit ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Mais quand on voit quand même la manière dont le Parlement britannique se comporte, on a l'impression... Oui, ils sont divisés, on a l'impression surtout que c'est une belle bande d'amateurs quand même qui est au pouvoir en Grande-Bretagne. Mais non, ils sont perdus, cher ami. Non, c'est pas du tout qu'ils sont perdus. C'est pas du tout qu'ils sont... Bien sûr, c'est le bazar. Voilà, écoutez, c'est le terme, Daniel. C'est le bazar. Regardez ce qui s'est passé en France en 2005. Il y a 55% des Français qui ont voté
contre la Constitution européenne. On l'a eu quand même en 2008. Ça veut dire que les eurofascistes ont décidé d'imposer quand même... Les eurofascistes, oui, carrément. C'est un fascisme bleu. Quand vous avez 55% des Français qui votent contre la Constitution européenne et qu'on la leur impose en changeant simplement le titre, en appelant ça traité de Lisbonne, et qu'on fait ratifier ça dans le dos des Français par les parlementaires, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Eh bien, les mêmes phénomènes sont à l'œuvre en ce moment au Royaume-Uni. Ceux qui sont contre le Brexit utilisent tous les leviers, y compris avec les connexions à la Commission européenne, pour essayer d'empêcher les 52% de Britanniques d'obtenir ce pour quoi ils ont voté.